Invité à la une cette semaine, Raphaël Llorca, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, co-directeur de l'Observatoire Marques et Imaginaire de la consommation politique à la Fondation Jean Jaurès. Et vous publiez le roman national des marques, le nouvel imaginaire des Français. C'est aux éditions de l'Aube et avec la Fondation Jean Jaurès. Alors moi, ça fait longtemps que je m'interroge sur ce sujet de l'incursion des marques en politique. Et je me souviens d'un observatoire Havas des marques dans la cité. Mais je crois que c'était en 2018. Absolument, mais quelle mémoire. Ouais, et ça disait, vous y étiez, il me semblait bien. C'est ça qui est drôle. Et en fait, ça disait déjà que 60% des Français pensaient que les entreprises avaient un rôle plus important à jouer dans la société que les gouvernements. 64% pensaient que c'était une bonne chose que les entreprises prennent part au débat public. Et que 33% que c'était une bonne chose que les entreprises parlent de politique. Et en fait, moi, je me suis toujours posé cette question, et puisque vous étiez derrière cet observatoire, ça tombe très bien. Qui de l'œuf ou de la poule ? C'est-à-dire, est-ce que les marques prennent cette position politique parce qu'il y a une demande des Français, ou est-ce que finalement elles l'ont prise toutes seules ? Alors merci de rappeler ce passé-là. C'était mon ancien employeur Havas Paris qui avait lancé cet observatoire. Donc j'ai été formé à la bonne école. Ouais. Parce que ce livre, il s'inspire à la fois d'une pratique en agence et puis d'une approche plus théorique en doctorat que j'ai pu mener là, à l'école des hautes études en sciences sociales. Moi, il me semble, en tout cas c'est la thèse que j'essaie d'énoncer dans le livre, c'est que c'est la place laissée par le politique qui ouvre de nouveaux espaces et dans lequel s'engouffrent les marques. Un seul chiffre ou une seule illustration. On a mené en appui de ce bouquin une enquête avec l'Institut de sondage IFOP. Ouais. On a posé cette question très large. Aujourd'hui, selon vous, qui raconte la France ? Et on a donné 10 types d'acteurs, les écrivains, les humoristes, les politiques, les marques. 2 enseignements rapides. Premier enseignement, c'est qu'en numéro 1, c'est personne. Donc on est bien dans le vide. Et deuxième enseignement, c'est bien le vide laissé par le politique, parce que le politique intervient extrêmement bas dans le classement. Il y a seulement 11% des Français qui leur donnent la crédibilité pour porter la France. Donc à mon avis, c'est ça. C'est au-delà de la demande, de la demande de politique. Parce qu'au fond, quand on parle d'ère post-politique, moi je travaille beaucoup là-dessus et en fait ça me perturbe beaucoup. C'est pas une disparition de la politique, parce que la fonction politique, elle reste. Et ça reste une demande pour remettre dans votre type de question. C'est-à-dire que cette question qui est essentielle de savoir, mais qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble ? Vers quel horizon commun on se destine ? Cette demande existe, sauf qu'elle n'est plus remplie par le politique. Et donc l'ère post-politique, c'est la fonction politique prise en charge par des acteurs qui ne le sont pas traditionnellement, tels que les marques par exemple. Moi je voudrais qu'on revienne sur ce vide dont vous parlez, parce que c'est vrai que c'est impressionnant le fait que personne ne raconte, en tout cas convenablement aux yeux des Français, la France aujourd'hui. Quelles sont les conséquences de ce vide-là ? Il me semble que c'est ce que beaucoup de sociologues ou sondeurs décrivent, c'est-à-dire l'état d'anomie. C'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, ou dans un monde totalement illisible, extrêmement complexe, où on parle de la disparition des classes moyennes, où on parle d'un monde multipolaire, où il est beaucoup moins lisible a priori pour le citoyen lambda. Précisément, le rôle du politique, c'est de raconter tout ça. Et raconter, c'est pas du storytelling, c'est-à-dire c'est pas juste mettre des paillettes ou plaquer des récits artificiels sur le réel. Non, la fonction symbolique du politique, la narratologie, comme on l'appelle parfois, la science du récit, c'est précisément donner du sens et donner forme à ce monde totalement difforme. C'est assembler des morceaux de réel totalement éparses, les réordonner dans un enchaînement de cause à effet extrêmement liés pour, encore une fois, redonner du sens. Et quand il y a ce vide-là, on atterrit dans ce que certains appellent l'archipel français, d'autres appellent au contraire une sorte d'anomie, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de brouillard, de sentiments qu'on ne fait plus partie d'aucune communauté. Il y a un chiffre majeur dans le bouquin, 41% des Français estiment qu'ils n'appartiennent à aucune communauté. 41%. 41%, dont les communautés nationales, linguistiques, de valeurs, de marques, etc. Donc on est dans cet état d'anomie, c'est-à-dire qu'on parle souvent, et c'est Luc Rouban qui le dit, c'est un politologue de Sciences Po, on parle souvent d'intégration, en parlant d'intégration à la société française des immigrés. En réalité, on devrait parler d'intégration à la société française de l'ensemble des Français. Il y a bien un problème de faire France et de faire commun. Et donc c'est tout ça qu'on essaie de toucher du doigt et dans lequel s'engouffrent des marques. Alors, vous blâmez quand même pas mal les médias en termes de responsabilité de cette érosion nationale. Vous dites les réseaux sociaux, Netflix, mais aussi certains programmes de télévision traditionnels qui tournent en dérision le moindre geste politique. Quel rôle jouent les différents acteurs exactement dans tout ce que vous venez de me décrire finalement ?
Alors, premier point, pour mitiger un peu ma critique, il y a des facteurs médiologiques que j'essaye d'expliquer qui rendent compte de l'impossibilité, de fait, ou le fait que ce soit beaucoup plus difficile aujourd'hui de créer du commun, mais du fait même de l'existence, par exemple, de Netflix. Alors, je parle de Netflix parce que pendant très longtemps, ce qui dominait, c'était la télévision. Et quand on a une chaîne comme TF1 qui avait 45% de part de marché en 88, on comprend que lorsque près de la moitié de la population est exposée à une même chaîne, et donc à des mêmes programmes, une même vision du monde, des mêmes référentiels culturels et sportifs, on discute du film du dimanche soir, le lundi matin, lorsqu'on renvoie ses collègues, tout ça fonctionne. Quand on bascule sur une société type Netflix, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai appris en bossant sur ce livre, c'est qu'ils clusterisent leurs 230 millions d'abonnés en des communautés de goût. Il y en a 2000. Il y a 2000 communautés de goût. Et donc ça, c'est grâce à l'algorithme, c'est-à-dire qu'il regroupe des catégories de population par affinité de goût de séries ou de films. Ça veut dire quoi très concrètement? C'est qu'on explose le cadre national. Le Chief Product Officer de Netflix dit, vous savez, statistiquement, 2 Français ont moins de points en commun que 2 membres de mon cluster qui partagent les mêmes goûts sériels ou de films, quand bien même il s'agirait d'un vieillard danois de 75 ans ou d'un teenager japonais. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que là, on est au-delà de la responsabilité pour ou contre les médias. C'est que la structuration même des canaux de diffusion fait que ça rend plus difficile d'avoir du commun. Oui, alors c'est bien d'un point de vue individuel, effectivement, mais pas du point de vue collectif, si je vous entends bien. Absolument. Alors après, on rentre dans d'autres types de considérations. Effectivement, je parle à un moment donné de la société de ricanement. Ouais. Je suis extrêmement frappé de voir se multiplier sur beaucoup de chaînes et sur beaucoup de types de sociologie différentes, du Grand Cactus, cette émission belge, à Quotidien, en passant par Cyril Hanouna, qui est pour moi un incontournable du paysage médiatique. Oui, absolument. Et un incontournable même dans les compteurs nationaux. Voilà quelqu'un qui promet, qui en a même écrit un livre, ce que m'ont dit les Français, qui promet d'être le porte-voix de celles et ceux qu'on n'entend pas. Voilà. De porter les thématiques qui ne font pas la une des autres médias. Bon. Dans toute cette archipélisation médiatique, il y a une constante, c'est effectivement le ricanement. Où au fond, alors qui de l'œuf et de la poule pour reprendre votre expression tout à l'heure, c'est précisément parce qu'il y a une désaffection du politique qu'ils se permettent d'avoir cette forme de ricanement, de geste politique. Mais en même temps, on est forcé de constater que ça accélère d'autant plus la désaffection. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les abstentionnistes dans d'autres cadres de mon travail. On faisait beaucoup de quali. Et les abstentionnistes nous disaient, vous savez, les seules choses qui nous relient encore aux politiques, c'est ce type d'émission. Alors, d'un côté, on se dit, bon, tant mieux, heureusement que ça existe, ils sont exposés. Et en même temps, ça accélère d'autant plus le fossé qui est creusé entre le peuple et la politique. Donc vous voyez, c'est très complexe. Donc j'essaye d'être mesuré, de regarder toutes les facettes parce qu'effectivement, les réponses ne sont pas simples dans ce type de questionnement. Donc les marques prennent cette place qui est laissée vacante pour ces différentes raisons. Et moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis. C'est-à-dire, je pense que beaucoup, j'espère, se rappellent les campagnes de Dove ou de Nike, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a importé? Alors effectivement, je me suis posé la question depuis quand? La question étant depuis quand la France n'est pas le décor, mais vraiment le sujet principal du discours. Je me suis rendu compte que c'était des marques américaines qui l'avaient fait d'abord en France. Donc premier élément, c'est-à-dire que c'est McDonald's en 99 pour des questions de défense d'image. À ce moment-là, José Bové avait démonté le McDonald's de Millau et l'état-major américain panique, se rend compte, étude qualitative à l'appui, que la greffe américaine est en train d'être rejetée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Je cite, j'ai consulté les documents, une stratégie d'intégration à la société française pour vanter l'intégration de McDonald's au modèle culturel et au savoir-vivre gastronomique français, avec cette campagne génialissime à l'époque d'Euro SCG, né aux États-Unis, made in France. Donc tout ça pour dire que effectivement, c'est une pratique qui vient d'abord des États-Unis, parce qu'on le sait, c'est un pays où culturellement, politiquement, les marques ont une place beaucoup plus centrale dans la vie publique, je dirais, des États-Unis. Et depuis longtemps, depuis presque l'existence même des États-Unis d'Amérique, il y a des communautés de consommation qui font nation. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans des écrits d'un historien américain qui s'appelle Burstein, qui raconte la façon par laquelle les jeans, la bagnole, les clopes, puis plus tard Hollywood, McDonald's, sont des ferments non pas simplement de la société de consommation, mais de la nation américaine. Comment faire des Américains, de ces millions d'immigrés qui arrivent sur les côtes du Rhode Island à partir de la fin du 19e siècle, et comment faire des Américains une nation qui s'est divisée en deux lors de la guerre civile. Et ils trouvent, par l'intermédiaire de cette consommation partagée d'un même nombre de produits ou de biens ou de services, cette question de dire en fait, être américain, c'est d'abord partager une consommation commune. Donc ça, c'est très américain dans l'approche, ce qui explique les raisons pour lesquelles, effectivement, on a vu se multiplier des marques américaines qui racontent le pays. Et
je veux dire, aux États-Unis, c'est même pas discuté. C'est-à-dire que c'est accepté totalement dans la discussion. Moi, j'avais été très frappé, et j'y consacre même un chapitre entier, la façon dont tout un tas... Et d'ailleurs, j'en avais parlé ici même sur ce plateau il y a quelques années, en 2018, la façon dont, en réaction à Donald Trump, tout un tas de marques américaines progressistes s'étaient érigées en contre-pouvoir narratif. Ouais. C'est assez extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette vision de l'Amérique pro-climat, pour la défense des minorités, pour l'immigration, qui n'était plus défendue par le camp démocrate. On revient encore à mon histoire de creux et de vide. Oui, bien sûr. C'est parce que le camp démocrate était totalement sonné par sa défaite qu'il n'avait pas du tout anticipé, Hillary Clinton disparaît de la circulation, que les marques américaines se sont dites, en fait là, il y a une vision de l'Amérique qui ne nous plaît pas. Not in my name, verra-t-on plus tard dans d'autres contextes. Mais au fond, voilà la vision de l'Amérique qu'on a envie de défendre. C'est intéressant quand même. Et donc effectivement, ce rôle politique des marques, moi je le prends très au sérieux. On est très au-delà de l'engagement pour la planète. On est vraiment là pour défendre des visions du monde et de la société. Ça vient des États-Unis et effectivement, ça vient de plus en plus en France aujourd'hui. Ça arrive en France avec des marques, effectivement, vous avez cité McDo, mais aussi on pourrait penser à Toyota avec la Yaris Made in France qui a fait une campagne aussi là-dessus. Mais vous citez une campagne Renault aussi, je crois, qui reprend comme ça tous les codes. Alors effectivement, moi j'ai été très marqué par une campagne Renault qui s'appelle Notre Ode à la France, publiée le 14 juillet 2022, donc la symbolique est importante, et qui est une campagne qui illustre pour moi un mouvement très important d'approche dans la façon dont les marques se mettent à raconter la France. Pour raconter un fait, j'allais dire anodin, c'est pas vrai, mais c'est-à-dire la production d'une usine de voitures électriques à Douai. On aurait parlé il y a quelques années de Made in France. Cette idée sur laquelle on insiste sur le territoire géographique, avec tout ce que ça implique de souveraineté industrielle, de relocalisation des activités, etc. Que signe le spot Renault ? Made of France. Traduction, fait d'esprit français. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils essayent de gorger leur voiture de tout ce qui constitue, selon eux, l'esprit français. C'est non pas un territoire géographique, mais un territoire immatériel, culturel, historique. Et en appui de sa démonstration, le spot publicitaire déroule Charlotte Gainsbourg, Jamel Debbouze, Paul Éluard, Manet, Louis Renault, parce qu'il faut bien quand même faire un lien avec l'histoire de la marque, mais les barbes à papa dans les années 80, c'est un espèce de kaléidoscope de références culturelles, historiques, géographiques. On voit les falaises d'Étretat, on voit la Tour Eiffel, etc., pour raconter ce qu'est la France selon Renault. Donc voilà un très bon exemple pour moi d'une campagne, d'une marque qui se saisit de ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va raconter la France de manière romancée, évidemment, parce que tout n'est que fiction, tout n'est que représentation. Mais encore une fois, c'est un rôle que jouait il n'y a pas si longtemps que ça le politique, l'historien, voire même les grands écrivains, qui est comme une des caractéristiques françaises. Aujourd'hui, ce sont des marques qui le font et de plus en plus. Et là, vous parlez de grandes marques, mais alors ce qui m'a frappé dans le bouquin, et c'est vrai que j'avais pas j'avais pas vu ce sujet-là sous cet angle. Vous dites, en fait, il y a des marques récentes qui ont ça dans leur ADN, c'est-à-dire cette espèce de francité cool. Vous dites. Notamment dans leur nom, on pourrait citer Balzac Paris par exemple, mais en fait il y a plein de marques aujourd'hui qui utilisent cet ADN français. On pourrait citer le slip français, tiens par exemple, c'est surtout dans le prêt-à-porter je pense, mais comment vous expliquez ce phénomène-là ? Alors, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le Made in France, ça a été le moment où, en appuyant sur l'origine, encore une fois, géographique et territoriale, c'est le moment où on opère un retour à la France. Parce que, je dis un retour, parce qu'on a quand même en France un rapport assez névrotique à la nation. Pendant très longtemps... Non mais c'est intéressant de le souligner quand même. C'est-à-dire que pendant longtemps, sortir les drapeaux et crier Vive la France, c'était forcément identitaire ou d'extrême droite. Donc on confondait patriotisme, nationalisme, tout ça était entremêlé. Donc c'est venu d'abord par l'habillement. Et moi je suis très frappé d'autre chose, c'est-à-dire la façon dont tout un tas de petites marques alimentaires, La Vie qui a inventé les lardons végétaux, VTC, Itch, qui se sont mises à se dire en fait... On va peut-être pas porter un discours sur la France en général, on va porter des éclairages singuliers sur ce que nous, on perçoit de la société française. Le spot Itch est très emblématique de ça. Celui sur la banlieue ? Sur la banlieue. Avec des images de notre présentateur de Smart Job, Arnaud Ardouin, en début de spot, je dois le dire. Eh bien voilà. Alors qui est un spot, vous parlez de critique des médias. Eux, ils portent la critique des médias explicitement parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'emparent de ce brûlot dont l'imaginaire national qu'est les banlieues. Le spot est diffusé juste avant les émeutes urbaines. Qu'est-ce qu'ils font ? En voix off, ils mettent une compilation de propos médiatiques tenus sur la banlieue. Ils les ont choisis à dessein, c'est des propos souvent stigmatisants, négatifs ou misérabilistes. Des
espaces de violence, où germe le désespoir, l'enfermement, etc. Et en image, et c'est là où la campagne publicitaire fonctionne merveilleusement bien, en image, ils prennent l'exact contre-pied. C'est-à-dire qu'ils font la démonstration visuelle que les banlieues, c'est aussi la créativité, la vie, la solidarité, l'espèce de création absolue. Et donc ça, c'est intéressant. Et VTC, Itch, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais ils disent, mais nous, la banlieue, on la connaît. 80% des déplacements se font soit à l'origine, soit en destination d'une ville de proche banlieue. Donc ça, je trouve ça intéressant, en fait, parce que personne dans la classe politique aujourd'hui ne porte un discours aussi optimiste et aussi conquérant sur la banlieue. Et voilà qu'une marque s'en saisit, dit même, nous, on la connaît, on a marre d'avoir ce discours stigmatisant sur la banlieue, et donc on porte un contre-discours. Donc ça, voilà, je trouve que là, il y a une compilation de micro-exemples que j'ai essayé de compiler dans ce livre, parce que tout ça dessine une trame assez générale qui, effectivement, questionne la responsabilité narrative des marques dans le discours public. C'est qu'elles portent une certaine voix dans l'espace public, et elles se rendent compte, à mon avis, la puissance qu'elles ont dans les imaginaires. C'est pour ça que je sous-titre mon livre « Le nouvel imaginaire français ». C'est-à-dire que les marques, et c'est la grande thèse que j'essaie de porter, elles ne façonnent plus seulement des imaginaires de consommation à l'échelle de nos identités individuelles, intimes. Ça a été montré maintenant depuis très longtemps. Non, là, on passe à un échelon supérieur. Elles sont en train d'essayer de façonner, en tout cas d'amender nos imaginaires politiques dans nos identités collective et nationale. Alors c'est ça, cette espèce de changement d'échelle que j'essaie de questionner dans ce livre. Donc ce que vous dites, c'est qu'elles sont conscientes de cette politisation et que tout ça est vraiment à dessein, c'est pas juste une opportunité. Alors, premier élément, elles le font parce que ça marche. Ouais. Et on l'a mené l'enquête dans le bouquin. Quand on pose la question aux Français, quand vous avez le choix entre deux marques, s'il y en a une qui porte un discours progressiste sur la France, laquelle vous choisissez, c'est majoritairement pour la France. Donc c'est un levier de préférence pour les consommateurs, ça c'est pas du tout un sujet. Mais effectivement, alors moi-même, étant un ancien planeur stratégique, il faut prendre très au sérieux le discours porté par les marques, parce que c'est énormément de réflexion, c'est énormément de circuits de validation. Donc lorsque Sephora porte un discours pro-hijab, lorsque Nike fait un discours sur l'équipe de France de football en prenant Oxmo Puccino qui rappe du Cyrano de Bergerac, c'est pas du tout fortuit tout ça. Je prends des exemples très différents, mais c'est-à-dire qu'il y a une réflexion très intime sur, au fond, on a là une minute de temps de cerveau disponible que l'on va diffuser, ou bien une affiche. Quel type de message on va pouvoir construire, et en voyant l'accumulation d'exemples de tonalité politique, effectivement, on constate qu'il y a un tournant. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une tendance de fond du rapport des jeunes, notamment au travail, qui pousse les marques à s'engager sur des valeurs, voilà, on sent bien qu'il y a aussi une société qui est beaucoup plus en attente de la part des entreprises. Donc, on en revient à ma question du début, hein, mais qui de le fout de la poule finalement? Alors là où j'apporterai de la légère contradiction, c'est que là, on n'est pas juste sur des défenses de valeurs. Parce que s'engager pour la liberté, s'engager pour l'égalité, au fond, ou la fraternité, pour terminer le triptyque, au fond, ce sont des valeurs consensuelles. Là, ce que je constate, c'est qu'on a des visions de la société et de la France qui parfois peuvent être clivantes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai engagement. Oui, l'exemple de Sephora, par exemple, pourrait être très clivant. Et même Itch, qui parle de la banlieue en des termes positifs, faudrait le faire les post-tests et le trier par obédience politique. Je suis pas sûr que toute la population le reçoive de la même façon. Et ça, c'est très américain. Parce que pour le coup, ce que nous ont montré les États-Unis d'Amérique, les exemples Nike, quand vous avez pris pour égérie Colin Kaepernick, les exemples Gillette, qui a fait une grande campagne post-MeToo contre la masculinité toxique, toutes ces campagnes de marque, à mon avis, ont provoqué une sorte de changement d'état d'esprit dans les agences à l'échelle mondiale, qui consistait à dire, eh bien, parfois, peut-être que les vertus du courage l'emportent sur les risques du clivage. Et là, précisément, on a cette espèce de réflexion économico-politique qui contredit tout ce qu'on a appris en école de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce, on m'a dit, il ne faut surtout pas cliver politiquement, ce serait totalement bidon de se couper une partie de la population. Oui, mais justement, on est en train d'entrer une nouvelle économie des marques, à mon avis, où la question des valeurs, et je dirais même la question des valeurs politique se pose beaucoup plus. Et effectivement, des marques osent prendre des positions. Alors on a beaucoup parlé effectivement du consommateur, mais effectivement, l'une des cibles essentielles, c'est l'employé en interne, qui effectivement peut se retrouver, et Itch, j'en reviens à cet exemple, mais c'est aussi une campagne à destination de leurs drivers, de leurs chauffeurs. Effectivement, c'est aussi une campagne de recrutement à leur destination. Donc vous voyez, ça intègre beaucoup de thématiques différentes, effectivement. Pour conclure, le risque, c'est quoi de laisser ce champ-là aux marques? Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, au fond,
où est le mal? On pourrait applaudir des deux mains, et je crois qu'il y a un certain nombre de points positifs sur le fait de porter un discours positif sur la France à des populations qui peut-être sont très éloignées de la politique. Moi, tout ce qui arrache le discours aux identitaires à l'extrême droite, je prends et je signe des deux mains. Le danger, pour le dire d'un mot, c'est quand même une question de ce qu'on pourrait appeler de souveraineté narrative. C'est-à-dire, à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes? Moi, je suis préoccupé de cette question de concurrence que l'on est en train d'installer entre marques et politiques. Une concurrence qui n'est pas frontale. Aucune marque ne se présentera à aucune élection, ni locale ni présidentielle, mais qui est une concurrence sur le plan des récits, des imaginaires. Au fond, la question est la suivante. Si les marques sont plus puissantes que le politique pour raconter la France ou même changer la vie, à quoi bon voter? Et donc, au fond, ça peut être aussi une fabrique de dépolitisation massive. Et donc, c'est contre ça un peu qu'il faut... Enfin, contre ça. C'est sur cette thématique qu'à mon avis, il faut s'interroger et avoir un regard critique. Merci beaucoup, Raphaël Llorca. Je rappelle votre livre, Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. C'est aux éditions de l'Aube.